Et nous retrouvons à présent dans le grand journal Simone Rodan-Benzaken, la directrice Europe de l'American Jewish Committee. Bonjour Simone. Bonjour Steve. Et merci d'être avec nous. Vous revenez cette semaine une nouvelle fois sur l'Ukraine. Oui, une nouvelle fois. Nous avons beaucoup parlé des conséquences de la guerre en termes politiques, humanitaires, juridiques, énergétiques et économiques bien sûr, mais il y a une question que peu de gens n'abordent, c'est celle de la décision de l'Ukraine de mettre fin à son stock nucléaire en 1994 et de la manière dont cela affecte aujourd'hui non seulement l'Ukraine, mais des questions bien plus larges. Alors Simone, rappelez-nous précisément ce qu'il s'est passé en 1994, il y a presque 30 ans maintenant. Alors, tout le monde ne le sait pas. Après la dissolution de l'URSS, l'Ukraine possédait le troisième plus grand arsenal nucléaire du monde, en plus de 176 missiles balistiques et 33 bombardiers. Peu enclin à voir d'autres pays dotés d'armes nucléaires, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Russie ont encouragé l'Ukraine à mettre fin à son programme nucléaire. Alors le 5 décembre 1994, donc il y a quelques jours, nous avons fêté l'anniversaire, le gouvernement ukrainien a donc signé le mémorandum de Budapest, acceptant en partie le transfert de son stock nucléaire à la Russie et la ratification du traité de non-prolifération nucléaire. En contrepartie, les États-Unis, le Royaume-Uni et la Russie, suivis plus tard par la France et la Chine, ont promis à l'Ukraine de garantir sa souveraineté, son intégrité territoriale et son indépendance économique. Mais aujourd'hui, moins de 30 ans après la signature du mémorandum de Budapest, le moins que l'on puisse dire, c'est que cela n'a pas beaucoup servi aux Ukrainiens. Ils ont fini par être envahis par la Russie, menacés d'armes nucléaires. Et le jour même de l'anniversaire du mémorandum, la Russie a cyniquement envoyé des centaines de ces mêmes bombardiers sur l'Ukraine que cette dernière avait précédemment abandonné à la Russie. Quelles sont les répercussions de l'Ukraine ? Alors, les agissements de la Russie ont remis en question la plus large de la garantie internationale. Le retrait américain d'Afghanistan et la chute de Kaboul, qui s'en est suivi, ont suscité de doutes légitimes de tous les pays quant à l'utilité de compter sur d'autres nations pour assurer sa sécurité. Alors, la crise ukrainienne renforce cette perception, à savoir que les pays sont finalement seuls et doivent défendre eux-mêmes leur souveraineté et leurs droits. Et sur la question de la prolifération, Simone ? Alors, les questions sont évidentes, les conséquences, à mon avis, sont évidentes et auront des répercussions pour les années à venir. D'un côté, des pays comme l'Iran et la Corée du Nord se rendent compte que la possession d'armes nucléaires les protège de représailles les plus graves, comme c'est aujourd'hui en réalité le cas de la Russie. Et de l'autre côté, les pays comme l'Arabie Saoudite, les Émirats ou Israël se disent que c'est seulement l'arme nucléaire qui pourra les protéger d'un État ennemi bien plus puissant. Quelle autre conclusion en tirer justement pour Israël et sa sécurité ? Alors justement, pour Israël, les choses sont, je pense, assez claires. Tout cela confirme à quel point elle ne peut compter que sur elle-même et que personne ne reviendra jamais à sa rescousse. Aucune promesse, aucune garantie internationale ne lui assurera sa sécurité. Et seront le vote il y a 2 jours, dont vous avez peut-être entendu parler à l'Assemblée générale des Nations unies, d'autant plus ubuesque pour Israël. Et on en a parlé justement hier sur cette antenne, mais rappelez-nous Simone en quelques mots ce que disait cette résolution. Alors, il y a 2 jours, une résolution a été votée, il faut savoir quand même 149 contre 6, qui affirmait qu'Israël devait renoncer à ses armes nucléaires. Entre parenthèses, Israël a toujours entretenu l'ambiguïté autour de sa possession de l'arme nucléaire, et ce programme, qui existe ou pas, ne contrevient donc pas aux normes du droit international. Mais renoncer aujourd'hui à ce programme, ou plutôt à cette ambiguïté, serait pour Israël une folie. Et le fait même que ce vote ait eu lieu ne fait que confirmer l'idée pour Israël que son chemin est solitaire. Pendant que l'Ukraine se fait donc envahir, que les rangs des mollahs continuent à massacrer son peuple et à avancer vers la bombe nucléaire, la seule chose que les Nations Unies trouvent à faire, c'est donc de voter une énième résolution pour affaiblir Israël. Israël le sait, comme l'Ukraine. Israël n'est pas entouré de pays comme le Liechtenstein ou le Luxembourg et c'est sa force et oui aussi sa dissuasion nucléaire qui répondent à l'impératif du Ein Brera. Nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas d'autre choix que d'être forts. Merci beaucoup Simone Rodan-Benzaken d'avoir été avec nous. On peut réécouter votre chronique en podcast sur radioj.fr et sur YouTube. À la semaine prochaine. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.